Bonjour, je m'appelle Michaela Fenech. Dans le module précédent, nous avons parlé de la dernière partie du processus d'élaboration de votre stratégie, des partenariats et du type de collaboration efficace pour le changement systémique. Tout au long de ce cours, nous avons vu le type de stratégie qu'Albina Ruiz, son équipe et ses parties prenantes ont adopté collectivement pour aborder le problème complexe des déchets. Dans ce module, nous examinerons les qualités et les attributs clés qui permettent aux leaders comme Albina et aux équipes comme Ciudad Saludable de mettre en œuvre le type de collaboration multipartite nécessaire dans le cadre du changement systémique. Les attributs dont nous allons parler ne sont certainement pas les seules qualités qui permettent de réussir un changement systémique, mais dans ce module, nous mettrons l'accent sur le leadership que nous considérons comme particulièrement efficace pour faciliter la collaboration. Le leadership étant étroitement lié au développement personnel, le format de ce module sera légèrement différent de celui des autres modules. Nous nous centrerons sur des questions ouvertes afin que vous puissiez appliquer les réflexions qui découlent de votre expérience personnelle. Une fois ces réflexions appliquées, repensez à la stratégie que vous avez élaborée pour les partenariats, aux étapes clés de votre histoire du changement systémique et enfin à votre façon de repenser le financement. Votre approche du leadership et de la collaboration sera particulièrement importante pour le succès de cette étape de votre stratégie de changement systémique. Avant d'aller plus loin, nous souhaitons présenter 3 principes clés qui guident notre façon d'envisager le leadership et qui diffèrent peut-être de la façon dont le leadership est habituellement perçu. Le leadership est généralement considéré comme une compétence individuelle, mais il s'agit aussi de notre capacité collective à diriger. En réalité, le changement systémique requiert généralement la participation de nombreux acteurs du système. Le secteur du changement social se tourne encore souvent vers le modèle traditionnel du leadership héroïque ou de l'héroprenariat, dans lequel l'accent est mis sur l'individu qui dirige le changement, l'héropreneur, le faiseur. Mais dans de nombreux cas, cela ne confère pas aux individus et aux équipes les qualités et les conditions nécessaires pour effectuer des changements dans des systèmes complexes et interconnectés. Comme nous le montre Albina, le changement systémique nécessite plus d'une personne et requiert une collaboration entre différentes parties du système. Dans le module 1, nous avons appris que les membres de Ciudad Saludable ont eu un déclic lorsqu'ils ont réalisé qu'à ce rythme, il leur faudrait des centaines d'années pour atteindre toutes les municipalités du Pérou. Cette révélation leur a permis de comprendre qu'ils devaient adopter une approche plus systémique et qu'ils ne pouvaient pas le faire seuls. Albina dépendait et dépend encore du leadership et de l'action des autres, du gouvernement aux ramasseurs de déchets en passant par les médias et bien d'autres, pour installer un changement durable à grande échelle qui s'attaque efficacement à des problèmes complexes. Albina a compris qu'elle devait quitter le centre pour se concentrer sur la création d'un environnement où chacun a les compétences nécessaires pour diriger. Elle et son équipe sont passés du statut de faiseur à celui de facilitateur, en libérant le pouvoir de chacun de contribuer à sa manière. Il ne s'agissait plus de placer une personne ou même une organisation au centre, mais plutôt de construire une vision commune ou un objectif commun en tant que force unificatrice et motrice. Considérons le deuxième principe clé du leadership. Le leadership est normalement abordé sous l'angle d'un modèle de leadership spécifique à apprendre et appliquer à de nombreux contextes. Cependant, le deuxième principe clé à garder en tête est que le leadership est un processus adaptatif et dynamique. Des contextes différents peuvent exiger des formes différentes de leadership. Il peut s'agir d'un membre de l'équipe qui dirige le groupe de l'intérieur en tant que facilitateur ou coach. Il peut s'agir d'une personne qui guide le collectif parce qu'elle a la compétence ou le savoir-faire pour prendre une décision ou conduire un processus. Il peut également s'agir d'une action ou d'une prise de décision partagée, auto-organisée par le groupe. Ces différents rôles requièrent des mentalités, des capacités et des compétences différentes. Nous pensons qu'il est moins important de prescrire une manière spécifique de faire les choses et plus important d'aider les dirigeants, les équipes et les communautés à prendre conscience de ce qui se passe dans leur groupe, leurs relations et leurs environnements, afin qu'ils puissent ensuite décider du type de leadership qui répond le mieux au travail qu'ils doivent accomplir. Il est aussi plus important de partir des forces et des ressources dont ils disposent en tant que dirigeants, équipes et communautés et de les exploiter. Enfin, le leadership est un parcours d'apprentissage continu pour chacun d'entre nous. Un facteur sous-jacent à toutes les capacités mentionnées dans les cours et dans ce module est la nécessité des dirigeants de réfléchir, de prendre conscience, d'apprendre et de se développer continuellement en tant que leader. Alors maintenant que nous avons énoncé quelques principes pour nous guider dans notre approche du leadership, quelles nouvelles façons d'être et de diriger sont nécessaires pour faciliter la collaboration et atteindre un changement systémique?
Examinons les 4 qualités que nous considérons comme essentielles pour devenir des leaders efficaces du changement systémique. Les voici. La faculté de déclencher le potentiel d'acteur du changement chez les autres, la capacité d'être ouvert et de lâcher prise, l'empathie et l'écoute profonde, le bien-être. Qualité numéro 1. La faculté de déclencher le potentiel d'acteur du changement chez les autres. Encourager la participation des autres en tant qu'acteurs du changement à tous les niveaux est essentiel dans une approche de la collaboration visant le changement systémique. Cela transforme la dynamique de pouvoir d'un système ou même d'une solution et garantit que chacun puisse contribuer activement à la définition et à la co-création d'un avenir meilleur, ce qui accélère la transition vers des systèmes plus justes, inclusifs, auto-organisés et résilients, où personne n'est laissé pour compte. Il est utile de garder à l'esprit que le leadership et la capacité de changement ne sont pas limités par l'âge, l'expérience, l'autorité, la race, le sexe, la capacité ou d'autres caractéristiques. Cela commence par une façon de voir les choses. Les leaders peuvent-ils voir le pouvoir inné qu'il y a en chacun? Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui les en empêche? Et ensuite, chercher à co-créer les conditions qui déclenchent et mobilisent ce potentiel. Dans le cas d'Albina et de l'équipe de Ciudad Saludable, mobiliser les collecteurs de déchets en tant qu'acteurs du changement implique de formaliser le rôle qu'ils jouaient dans la société en tant que recycleurs et d'apporter dignité et sécurité à ce rôle par le biais d'une politique publique. Cela signifie également créer un nouveau rôle d'entrepreneur qui gère sa propre micro-entreprise de collecte et de traitement de déchets dans sa communauté. Ciudad Saludable a aussi soutenu les collecteurs de déchets dans leur parcours de transformation personnelle, en les aidant à voir leur propre potentiel et celui de leur communauté. L'équipe a organisé des ateliers pour renforcer leur auto-estime et les aider à se défaire des préjugés négatifs dus au travail dans la clandestinité et aux sévices subis dans le cadre de leur activité ou chez eux. L'équipe a également aidé à préparer les collecteurs de déchets à devenir leurs propres porte-parole afin de pouvoir défendre leurs droits et partager leurs histoires tout en collaborant avec Albina et son collectif. Qu'en est-il des autres dans votre entourage? Nous vous invitons à faire une pause dans cette vidéo et à prendre le temps de réfléchir, seul ou en groupe, aux questions suivantes. Qui puis-je contacter pour travailler et co-créer de manière efficace? Quelles sont les autres parties prenantes concernées par le problème que je risque d'oublier complètement et dont la voix compte? Comment puis-je m'éloigner du centre, libérer le pouvoir des leaders de la communauté et les aider à diriger? Les autres qualités sont être ouvert et lâcher prise. Une question qui préoccupait souvent Albina et son équipe lorsqu'ils élaboraient leur stratégie était de savoir dans quelle mesure ils étaient prêts à ouvrir leur modèle et à renoncer à contrôler sa mise en œuvre et son résultat final. En planifiant les étapes de leur stratégie de changement systémique, étaient-ils prêts à renoncer au contrôle de la conception, du processus ou même des résultats pour laisser une place aux idées des autres parties prenantes et permettre leur adaptation à de nouveaux contextes et acteurs? Ces questions pourraient être soulevées dans les modules qui vous guident à travers l'élaboration de votre propre histoire du changement systémique. Examinons également le cas de notre philo Ashoka, Eric Dawson. Eric est le cofondateur de Peace First, la paix d'abord, une organisation actuellement co-dirigée par des jeunes pour créer un monde plus compatissant, plus juste et plus pacifique. Un jour, il a reçu un appel d'une femme du Minnesota. Elle voulait utiliser du matériel pédagogique de Peace First pour donner un cours sur la coopération et la résolution des conflits dans son district scolaire. Eric, qui à l'époque ne voulait pas partager son matériel et permettre à d'autres de l'utiliser sans sa supervision directe, lui a répondu que le matériel de Peace First n'était pas prêt pour sa diffusion car son organisation n'était pas encore en mesure de se développer à une échelle supérieure. Il y eut un silence à l'autre bout de la ligne et finalement la femme dit « Pour qui vous prenez-vous donc? Peu importe qu'il ne soit pas prêt. Vous avez quelque chose qui fonctionne et nous en avons besoin. Pourquoi ne voulez-vous pas le partager ?» Ce fut un moment de changement de paradigme pour Eric. Il a réalisé qu'il ne pouvait pas garder pour lui ni contrôler une idée qui s'était avérée efficace et qu'il devait lâcher prise et ouvrir son modèle s'il voulait s'associer aux autres pour créer un mouvement de jeunes artisans de la paix. Une autre question clé qui peut se poser lors de l'élaboration de votre stratégie de collaboration est la suivante. Êtes-vous prêt à renoncer à votre modèle en tant que solution prioritaire et à explorer d'autres modèles et types de collaboration qui pourraient mieux transformer le système? Le lâcher-prise fait également référence à la volonté de ne pas bloquer la route, de renoncer à notre besoin d'avoir toujours raison et de se permettre de changer en réponse à ce que les autres nous disent. Cela crée un espace et une confiance pour l'émergence de nouvelles idées.
Cela veut dire renoncer à nos propres jugements, présomptions et préjugés et ne pas nous attacher à des idées ou à des solutions spécifiques pour véritablement collaborer et co-créer de nouvelles possibilités avec la contribution des autres. Pour revenir à Eric Dawson, philo Ashoka. Eric a également avoué à l'équipe du programme Globalizer d'Ashoka que le processus de lâcher prise, bien qu'essentiel, n'était pas facile. J'ai créé mon organisation à l'âge de 18 ans, ce qui fait que mon identité personnelle et mon identité professionnelle y sont étroitement liées. Tout ce qui est nouveau implique la perte de quelque chose qui était présent avant, ce qu'on ne reconnaît pas toujours et qui peut créer une forme de résistance. Il est important d'identifier et de comprendre la peur et la perte qui se cachent derrière le processus de lâcher prise. Dans le premier exercice de ce module, nous vous demandons de réfléchir aux questions suivantes. Alors que vous élaborez votre stratégie de changement systémique, quelles circonstances vous demandent de lâcher prise? Quelles sensations provoque en vous le fait de lâcher prise? Certaines situations ou circonstances peuvent vous venir instantanément à l'esprit. Si ce n'est pas le cas, l'exercice ci-dessous peut vous aider à réfléchir. Il s'agit du radar du lâcher-prise. De chaque côté du radar se trouvent des réactions communes à différentes expériences d'ouverture dans le contexte du changement systémique. Lisez les suggestions situées de chaque côté du radar et cochez celle qui vous semble le plus adaptée. Aucun côté n'est bon ou mauvais. L'intention de cet exercice est de reconnaître les émotions et les pensées liées à la décision de lâcher prise ou de ne pas lâcher prise, et de réfléchir à la manière dont cela peut vous aider, en tant que leader, à franchir des prochaines étapes. Passons à la qualité 3. Le leadership est basé sur l'empathie et l'écoute profonde. Les expériences d'empathie sont souvent les moments où les dirigeants passent du fait d'envisager une initiative comme une bonne idée potentielle à son adoption comme étant essentielle. Cela permet d'assurer que les idées ne sont pas seulement construites par des processus analytiques, mais aussi par la perception et la découverte de l'expérience, des sentiments et des idées des autres. C'est ce qui nous aide à sortir de notre bulle et à nous immerger dans de nouveaux contextes qui sont importants pour notre situation et qui ne nous sont pourtant pas familiers. Cette qualité garantit que nos jugements, nos solutions préférées, nos présomptions et nos propres émotions ou sentiments ne nous empêchent pas d'écouter les autres, avec qui nous devons collaborer ou co-créer, qu'il s'agisse de ceux qui sont les plus touchés par le problème ou de ceux qui en font partie. Il s'agit non seulement d'une qualité essentielle pour les leaders, mais aussi d'un principe essentiel qui doit être à la base de tout réseau et de toute collaboration qu'il constitue. Et tout commence par l'écoute profonde. Une des compétences du leadership les plus sous-estimées. L'écoute profonde pour une collaboration efficace permet de se mettre le plus possible à la place de quelqu'un d'autre pour pouvoir quitter sa propre expérience et vivre celle de l'autre. Elle est ancrée dans un désir authentique de comprendre l'expérience d'autrui. Il s'agit d'être curieux, compatissant et de ne pas porter de jugement. Cela s'avère plus facile quand celui qui nous parle a des idées similaires aux nôtres. Mais c'est beaucoup plus difficile lorsqu'il s'agit de quelqu'un que nous n'aimons pas beaucoup ou en qui nous n'avons pas confiance, mais avec qui nous devrons collaborer si nous voulons exercer un véritable impact. L'incapacité d'écouter signifie en fin de compte une incapacité à se connecter avec les autres et avec les réalités qui vous entourent en tant que leader. L'écoute profonde a toujours été un élément clé du travail d'Albina. Lorsqu'Albina et son équipe rencontrent une communauté pour la première fois, ils l'explorent. Albina va de famille en famille, d'un membre de la communauté à un autre, et s'assoit avec eux pour écouter leur expérience, pour comprendre ce qui les motive, ce qui les retient et ce qui les empêche de dormir la nuit. Et elle se sert de tout cela pour élaborer de nouvelles initiatives. Nous allons maintenant faire une pause pour regarder cette vidéo de 2 minutes où vous pouvez voir Albina en action, en train de découvrir la véritable expérience d'une mère et de ses 2 enfants qui ont décidé de construire une maison près de la décharge afin qu'elle se transforme en une source de revenus. Pendant que vous regardez, faites une analyse de son approche de l'écoute. De quelle manière montre-t-elle de l'empathie? Quel rôle selon vous peuvent jouer l'empathie et l'écoute profonde dans votre entourage? Nous vous invitons à faire une pause dans cette vidéo et à prendre le temps de réfléchir seul ou en groupe aux questions suivantes. Avant de vous lancer dans la résolution d'un problème, prenez le temps, vous et votre équipe ou réseau, d'écouter les différentes parties prenantes et de tenir réellement compte de leur expérience et de leur point de vue. Quelles sont les parties prenantes que vous avez le plus de mal à écouter? Quels sont les déclencheurs ou les jugements qui vous viennent à l'esprit? Qu'est-ce que votre voix intérieure a tendance à vous dire sur vous-même et sur les autres? Qu'est-ce qui vous aide à écouter les autres plus attentivement?
Dans vos fiches de travail, nous avons inclus un outil pour vous aider à devenir plus conscient du niveau d'écoute associé à vos interactions. Ceci nous amène à une dernière qualité que nous considérons comme essentielle au leadership, le bien-être. Le bien-être est essentiel pour les entrepreneurs sociaux car il influence le type et la qualité de leur impact en tant que leader. Dans un secteur souvent guidé par la notion de sacrifice et défini par des ressources limitées, investir dans le bien-être n'est pas un acte d'égoïsme ou de complaisance, mais un acte d'autopréservation et de résilience. Mais qu'est-ce que le bien-être? Le bien-être est différent pour chacun et il est essentiel de définir ce qu'il signifie concrètement pour chacun d'entre nous. Nous considérons le bien-être comme un état qui reflète la qualité de l'expérience de notre vie. D'une part, nous devons comprendre que le changement systémique est un marathon et non un sprint. Être un entrepreneur systémique exige dévouement, persistance et force, car il faut affronter des défis et travailler avec des ressources limitées, se heurter à la douleur des autres, ouvrir de nouvelles voies, bouleverser les schémas connus, rendre visible ce qui est invisible et, en dernière instance, co-créer un changement systémique pour le bien de tous. D'autre part, comme on le constate quand on prend l'avion, on ne peut mettre un masque à oxygène aux autres qu'après en avoir mis un soi-même. C'est la même chose pour les entrepreneurs systémiques. La seule façon de courir le marathon du changement systémique, de servir les autres et de prendre soin des autres, est de commencer par prendre soin de soi-même. Un autre aspect important du bien-être est la communauté de pairs, tant pour vous-même que pour vos équipes. Trouvez d'autres personnes avec qui vous pouvez partager vos expériences et vous soutenir mutuellement. Car le bien-être holistique ne peut vraiment être atteint que dans les relations et en communauté. En effet, dans une interview avec Ashoka Globalizer, Eric Dawson dit « L'entrepreneuriat social est en grande partie performatif. Tout est impressionnant, ce qui signifie tout est en même temps génial et terrible. Nous devons construire des communautés pouvant contenir ces deux aspects. » Eric Dawson est aujourd'hui aumônier pour des réseaux d'entrepreneurs sociaux comme Showing Green, dont l'objectif est de créer des espaces de soutien émotionnel, spirituel et de bien-être pour les dirigeants. Eric nous rappelle que nous ne pouvons pas aller très loin dans notre recherche du bien-être si nous sommes seuls. Nous avons besoin des autres et de la communauté. Cela signifie également qu'il faut comprendre comment nos systèmes organisationnels et notre culture promeuvent le bien-être. Nous pouvons aussi aller plus loin et constater que les systèmes et la culture d'un secteur social en particulier, ou de la société en général, ne favorisent pas le bien-être. Il y a donc du travail à faire à différents niveaux. Consultez les ressources supplémentaires pour découvrir l'expérience d'autres entrepreneurs sociaux qui ont commencé à prendre en compte leur bien-être personnel. Nous vous recommandons vivement la vidéo dans laquelle Bedri Oulia partage son parcours vers le bien-être. Elle nous parle de l'importance que la conscience de soi a eue de son parcours vers le bien-être et le leadership. Bedri est honnête avec elle-même en ce qui concerne ses objectifs, ses états d'âme, son besoin d'éviter la douleur et l'impact que cela a eu sur son leadership. Son histoire nous rappelle que la conscience de soi et le développement personnel sont aussi essentiels au bien-être et à un leadership efficace. Plus vous êtes conscient de votre impact sur les autres, intentionnel ou non, plus il vous sera facile de vous adapter et de rectifier votre trajectoire si nécessaire. Et vous, comment pouvez-vous mieux promouvoir le bien-être dans votre entourage? Nous vous invitons à faire une pause dans cette vidéo et à prendre le temps de réfléchir, seul ou en groupe, aux questions suivantes. Que signifie le bien-être pour vous? Pensez à une occasion où vous avez ressenti du bien-être dans votre travail. Quel était votre état d'esprit, votre état d'âme, votre énergie, le rythme de votre respiration? Quels outils et pratiques vous aident à faire une pause, à vous reconnecter avec vous-même et à prendre soin de vous? Consultez les ressources supplémentaires si aucun ne vous vient à l'esprit. Quel système de soutien et quelle relation vous donne un sentiment d'appartenance? Vous apporte la sécurité et le courage dont vous avez besoin pour prendre des risques dans votre parcours vers le leadership. Nous avons inclus une fiche de travail qui vous aidera à réfléchir aux obstacles, internes et externes, et aux facilitateurs qui pourraient promouvoir votre bien-être. Ces éléments sont basés sur les modèles partagés par les entrepreneurs sociaux dans leur parcours de changement systémique. Avec cela, nous allons conclure le 6e module du cours sur le changement systémique. Veuillez jeter un coup d'œil à la fiche de travail finale qui vous permettra de réfléchir davantage sur les points à retenir de ce module et de commencer à élaborer une feuille de route de leadership pour vous-même. Nous sommes conscients du grand nombre de concepts à assimiler. Nous vous recommandons de traiter le contenu de ce module différemment. N'hésitez pas à prendre votre temps pour le décomposer et y réfléchir. Certains éléments vous sembleront plus importants que d'autres à ce stade.
L'objectif est de prendre le temps de réfléchir aux aspects internes du changement et de comprendre quels sont leurs impacts sur votre travail sur les systèmes. Dans le prochain module, nous aborderons 2 sujets communs dans le contexte du travail systémique. Comment le financer et comment l'évaluer. Nous vous remercions et vous disons à bientôt. Nous avons hâte de vous accueillir à nouveau dans notre prochain module.